Merci à tous d'être là pour poursuivre les discussions sur la dette, ses conséquences pour les populations et comment est-ce qu'on peut se sortir de cette difficulté très importante qui a des conséquences concrètes pour l'ensemble des populations et notamment des populations européennes, parce qu'on sait très bien que l'endettement public auprès des marchés financiers, du coup, ça empêche les États d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques qui soient dans le sens de l'intérêt général, et qu'en plus, cette question de la dette, eh bien, elle est utilisée comme propagande, à la fois par le patronat, par les fonds d'investissement, les marchés financiers, et par les États eux-mêmes, pour mettre en œuvre systématiquement les mêmes politiques, comme s'il y avait une quelconque fatalité à tout cela, et qu'on ne pouvait pas faire autrement que de rembourser éternellement cette dette à des taux souvent très élevés et sans raison économique valable. Donc pour échanger ensemble sur ce qu'on peut faire concrètement par rapport à tout ça et sur les ravages de cet endettement auprès des marchés financiers, je vous propose qu'on échange avec nos invités. Donc tout d'abord, c'est Benjamin Lemoine qui va prendre la parole et qui va expliquer qu'on pourrait maîtriser collectivement les techniques de financement de l'État d'une manière tout à fait différente que ce qui se passe aujourd'hui, et que finalement l'endettement auprès des marchés financiers, ça vient bien d'une volonté politique des États de s'asservir à ces marchés financiers. Il y aurait tout à fait d'autres solutions que le recours au marché pour financer les politiques nationales. Ensuite, dans un deuxième temps, Margot Salomon, qui est experte en droit de l'homme, qui est professeure de droit à la London School of Economics, elle va, à partir de l'exemple grec, montrer la responsabilité des politiques d'austérité sur les atteintes aux droits de l'homme au niveau européen et plus globalement. Et ensuite, on va avoir un échange sur qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, qu'est-ce qui a déjà été mis en œuvre à certains endroits, et notamment Carlos Sanchez Mato, qui est conseiller municipal à Madrid et qui a porté le projet d'audit citoyen de la dette madrilène, va nous expliquer un petit peu ce projet qui peut être riche d'enseignements également pour les autres pays européens. Ensuite, Mabrouka Mbarek, qui était membre de la constituante tunisienne, interviendra sur la question du non-remboursement de la dette odieuse, en mettant le cas qu'elle connaît bien, le cas tunisien, au centre de son intervention, et pour voir comment on peut, à partir de malheureusement cet échec, en tirer certaines conclusions et certaines recommandations pour essayer de faire mieux à l'avenir et que les différents peuples arrivent enfin à se sortir de cette domination de l'endettement et de ses conséquences, en faisant de l'audit de la dette surtout pas une stratégie isolée, mais une stratégie collective, internationaliste, pour qu'elle puisse réussir. Éric Toussaint, enfin, conclura ce premier tour de parole avant d'échanger avec l'ensemble de la salle, avec ceux qui souhaitent poser des questions et faire des interventions, donc qui est porte-parole du réseau international du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qu'il a cofondé, et qui expliquera pourquoi il est nécessaire qu'un gouvernement de gauche soutenu par la population prenne des mesures unilatérales, dont notamment l'audit de la dette, avec une participation citoyenne dans ce bras de fer, ce rapport de force face aux créanciers, pour qu'il puisse fonctionner, contrairement à ce qu'on a pu voir malheureusement, notamment dans le cas grec. Voilà, donc je donne d'abord la parole à Benjamin Lemoine, sociologue, sur cette question de la dette publique. Merci beaucoup. Allègement, moratoire, annulation, effacement, renégociation de la dette publique ou encore restructuration. Face à une Grèce exsangue, dont le produit intérieur brut a chuté de 25% en l'espace de quelques années, face à une économie poussée à l'asphyxie par l'exigence du paiement intégral de ses dettes, où l'État est sommé de dégager des excédents budgétaires primaires sur plusieurs années, c'est-à-dire est contraint de constituer des réserves d'argent extrêmement douloureuses prélevées sur la croissance pour être transférées à ses créanciers au nom du service de la dette, et face à un État grec obligé pour cela de sacrifier en quasi-intégralité ses services publics comme l'avenir de sa population, l'ensemble des concepts de dette illégitime, illégale, odieuse et autres voies de recours juridiques, qui ne sont pas que des concepts, des labels ou des qualificatifs, mais représentent bien des instruments concrets de lutte, sont éminemment justifiés. Il en serait de même pour n'importe quel État ou puissance souveraine poussée dans de tels retranchements et conduite à une telle impasse. Mais que se passe-t-il, et surtout que peut-il se passer d'autre
avant ces situations d'urgence, au cours desquelles l'annulation de dette se présente comme la dernière issue par le haut des mouvements sociaux et politiques plaidant pour une autre politique, pour un plan B. Je voudrais montrer dans cette intervention que la problématique contemporaine des dettes publiques, qui concerne désormais l'ensemble des pays du monde, invite aussi à réinvestir politiquement les structures de la dette publique. J'entends par cela la reconquête d'une maîtrise collective des techniques de financement de l'État et de la dépense publique et sociale. En somme, il s'agit d'un plaidoyer pour une action complémentaire au combat nécessaire selon les situations pour faire admettre l'illégitimité de la dette, qui seront abordées dans cette session. Cependant, la différence est que cette action collective sur les structures de la dette se situe en amont de ces batailles et vise précisément à éviter les situations d'ultimatum et de non-choix imposant, pour ne pas faire défaut sur la dette, ou disons, tant que l'option du défaut et de l'annulation ne l'emporte pas, à tenir ses engagements financiers tout en abandonnant ces populations à la misère. Sans condamner donc a priori toute forme de financement de l'État, y compris par l'emprunt et la dette, on peut montrer que les expériences du passé permettent de dénaturaliser et de défataliser la solution du recours au marché dans le financement de l'État et d'éviter la dépendance permanente, structurelle donc, aux attentes, aux exigences, aux impératifs de l'ordre financier et de ses créanciers privés. Ce combat n'opère pas dans la détermination de la nature des détenteurs de dettes publiques, par exemple la frontière très connue en France entre résidents et non-résidents, les détenteurs résidents et non-résidents de la dette, c'est-à-dire les institutions financières domestiques, localisées en France ou à l'étranger, mais plutôt, ce que je voudrais vous montrer, dans les modalités concrètes par lesquelles l'État se finance et émet de la dette. En somme, la nature de la technique de souscription elle-même. Ce qui importe en effet au niveau mondial, c'est la composition de la dette publique, sa structure au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens des rapports de force et de puissance entre sphère publique et sphère privée, entre sphère de partage et sphère d'accumulation individuelle, que ces modalités et structures de financement impliquent. Et l'histoire est riche d'exemples où les États se finançaient non pas sur un marché, où ils faisaient face aux appétits et désirs de la classe financière, mais conformément à un règlement, politiquement, administrativement et juridiquement orchestré. Ainsi, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la part de la dette publique dite négociable, c'est-à-dire la part de la dette marchande, émise, vendue et distribuée conformément à des procédures de marché par rapport à ce qu'on appelle la dette non négociable, régie par des règlements administratifs et politiques, était largement dominante en Allemagne, en Italie, en France. Elle était au Royaume-Uni émise à parts égales avec la dette négociable. Elle passe pour le Royaume-Uni de 51% de la dette émise en totalité en 1945 à 82% de dette marchande en 1993. En Allemagne, le grand bond vers le marché est considérable, où la dette marchande passe de 8% seulement de l'ensemble de la dette en 1953 à 81% en 1993. Les célèbres 30 Glorieuses ont donc aussi été des années d'expérimentation de financement de l'État et de l'économie en dehors des marchés. Dans les pays où la dette négociable était dominante, la part réservée au marché pour la dette régresse aussi à cette période. Au Canada, de 1946 à 1976, la dette négociable passe de 85% à 37%. Aux Pays-Bas, de 99% à 61%. Et en Espagne, de 100% de dette marchande à seulement 22% pendant cette période. En France, dans les années 70, les 3/4 des techniques de financement de l'État étaient non négociables, c'est-à-dire administrées. Dès 1987, cette proportion s'est totalement inversée et les instruments négociables, régis par la loi du marché, sont devenus omnipotents. Il n'y a donc rien de naturel au financement par emprunt sur les marchés de capitaux, tout comme au fait d'exposer le crédit de l'État en se prêtant à la surveillance des politiques publiques par les agences de notation et les créanciers privés. Au contraire, entre ce temps de la reconstruction après-guerre et aujourd'hui, il s'est organisé tout un travail social, politique et institutionnel de sape et de déconstruction des infrastructures bancaires et financières qui permettaient concrètement de discipliner la finance et de la mettre au service des projets collectifs, des services publics de grande ampleur et des avancées sociales, le tout en dehors des procédures de marché. La France constitue donc un cas parmi d'autres du processus d'alignement international sur l'instrument de marché et de sa domination progressive au détriment d'autres formes. Dans les décombres de la guerre et jusqu'à la fin des années 60, l'État français dispose de plusieurs techniques qui rendent accessoire l'appel à des capitaux extérieurs à ses propres circuits publics. Décrire brièvement ces mécanismes permet de saisir combien toutes ces techniques
emporte avec elle un ensemble de changements politiques structuraux et que c'est aussi vers elle qu'il faut se tourner afin d'envisager un changement véritable et durable des orientations politiques. Le premier plan de modernisation et d'équipement, de 1945 à 1950 en France, a ainsi pour objet d'assurer un relèvement rapide du niveau de vie de la population et notamment de son alimentation. Au programme sont aussi la reprise en main des activités de base endommagées ou détruites, houillères, électricité, sidérurgie, soutien à l'industrie des matériaux de construction, bâtiments et travaux publics, développement des industries d'exportation, transformation des conditions de vie et notamment du logement. Il est intéressant de se rappeler la définition de la nécessité absolue qui domine à l'époque et qui, y compris dans les propos du général de Gaulle, est loin de se réduire aux accents contemporains de la rigueur budgétaire et de l'orthodoxie. Pour le citer, il expliquait que dans le domaine de l'économie, au moment, je cite, d'exploiter les grandes sources de richesse commune pour l'avantage de tous, l'intérêt particulier doit être toujours contraint de céder à l'intérêt général. Mais puisqu'à l'époque, l'argent public nécessaire n'est pas là préexistant, il faut réinventer des structures capables de le créer, de l'entretenir et de le capter. En 1945, un ministère de l'économie nationale est chargé d'orienter les financements de l'investissement. La planification, le contrôle du système bancaire et des marchés financiers, un système centralisé et public de collecte et de distribution de l'épargne dans les circuits économiques nationaux ont incarné ce nouvel élan de la puissance publique. L'administration du Trésor, dont je vais parler à présent, met en place des dispositifs procurant à l'État des ressources faciles, régulières et sécurisées. Je cite des hauts fonctionnaires de l'époque, des disponibilités en toutes circonstances. Pour ce qui concerne la couverture des déficits publics, donc le financement des écarts entre dépenses et recettes, il n'existe à ce moment guère de contraintes, comme on l'entend aujourd'hui. Contrainte qui est aujourd'hui incarnée par l'épreuve de vérité de la confrontation aux taux d'intérêt fixés par les marchés, taux qui peuvent être profitables et faibles, on l'entend souvent dans les médias, mais dont on ne cesse de dire aussi et de voir à juste titre les retournements inattendus potentiels et la volatilité souvent irrationnelle. L'organisation de la trésorerie, de ces instruments de trésorerie, fait à l'époque de l'État à la fois un investisseur et un banquier de l'économie nationale. C'est ce qu'on appelle alors le circuit du Trésor. Ce circuit est composé d'un ensemble de mécanismes plus ou moins contraignants qui conduit de nombreuses institutions financières à déposer au Trésor, donc à l'État, les ressources qu'elles ont elles-mêmes collectées dans l'économie. Le Trésor fonctionne comme un banquier, collecte des dépôts, et ce circuit de dépôt permet de couvrir une large part des déficits publics de façon quasi automatique. Le Trésor reçoit les sommes que ses correspondants déposent dans ses guichets et assure le règlement de leurs dépenses pour leur compte et sur leur ordre. Voilà autant de ressources spontanées, selon un terme administratif de l'époque, pour le Trésor, qui, à la façon d'une grande banque commerciale d'aujourd'hui, centralise ses flux de façon passive. C'est là un tout autre sens du terme endettement qui a donc lieu et qui a cours. Quand il s'endette, le Trésor ne le fait pas en faisant appel à des capitaux étrangers à lui, mais en mobilisant les ressources de son propre réseau d'épargnants. Les correspondants du Trésor. Le Trésor fonctionne ainsi comme la structure de déploiement de la puissance publique financière par excellence. On mesure le contraste avec aujourd'hui. Au sein du circuit, les taux d'intérêt qui s'appliquent à cet argent sont fixés par l'État. Ils ne sont donc pas soumis à la règle de l'offre et de la demande. L'argent circule au sein d'un réseau public de particuliers et d'institutionnels, transformé en déposants et prêteurs à court terme. L'État, via le Trésor, est un acteur financier privilégié puisque les ressources viennent à lui. En 1955, ces tuyaux de l'État banquier de l'économie et du social font du Trésor le premier collecteur de fonds, Banque de France mise à part, de l'économie française. Il recueille à lui seul plus de capitaux que le secteur bancaire et en distribue plus que l'ensemble des établissements publics et privés chargés d'octroyer des crédits. Ce marquage public de l'argent, marquage par le sceau de l'administration publique, s'arrime à la nationalisation des banques et du crédit, contrôlée alors aux 2/3 par le secteur public et parapublic. La mesure phare de cette reprise en main du crédit et du système bancaire par les pouvoirs publics est la nationalisation de la Banque de France en 1945 et celle de 4 grands établissements de dépôt de l'époque. Pourquoi je m'attarde sur ce système? C'est précisément parce qu'il permet de donner un caractère accessoire à l'exposition par l'État de son crédit sur la place publique, à travers le lancement d'emprunts à moyen et long terme. Même si ceux-ci ne cessent pas d'exister au cours de cette période, mais constituent un simple levier parmi d'autres d'accès à l'argent. Ce système permet concrètement, en pratique, d'échapper à l'avènement d'un mur de l'argent, expression désignant la force de barrage traumatisante des milieux financiers pendant les crises de trésorerie du gouvernement du cartel des gauches.
Pendant cette période, donc des 30 Glorieuses, la moyenne du ratio de dette sur PIB est stable, autour de 15 et 20%, jusqu'au milieu des années 70, contre près de 100% aujourd'hui. Le circuit fait aussi économiser aux autorités le coût politique du recours aux avances de la Banque de France, en le rendant moins systématique. Il faut avoir en tête que l'utilisation de ces avances directes de la Banque centrale, qui sont aujourd'hui portées comme la solution ultime du problème européen de la dette, où on fait souvent appel à un financement direct de la BCE au Trésor, donnait lieu en France à un vote parlementaire, mais aussi à un psychodrame dans l'opinion publique où l'orthodoxie budgétaire s'exprimait à plein régime. On oppose souvent l'inflation et son risque de dérapage à cet arrangement qui serait en soi porteur d'hyperinflation et de dérive monétaire. Il faut donc aussi rappeler que l'inflation est contenue en dessous de 6% en moyenne dans les décennies 1950 et 1960, où ce système fonctionne à plein. Et surtout, il faut avoir en tête que, loin de se cantonner à la gestion de trésorerie, ces outils permettent à l'État de jouer un rôle important de régulateur de la monnaie et des quantités de crédit en circulation. Dès 1948, l'État a aussi mis en place un système de surveillance des liquidités en forçant et en contraignant les banques à souscrire à ces bons du Trésor, à souscrire à ces emprunts à court terme et à maintenir obligatoirement une certaine dose de souscription. Le système dit des planchers était assimilé à un emprunt forcé. Il s'agissait de s'assurer que les banques ne délaissaient pas les titres d'État, mais aussi de contrôler l'activité des banques. Bien que le terme soit ici anachronique, ce plancher, ce système des planchers, s'apparente à un système de réserve obligatoire, mais où les disponibilités des banques, au lieu d'être déposées à la Banque centrale, sont obligatoirement placées en titre d'État. Ce mécanisme se voulait donc non pas une opportunité permanente de laxisme monétaire et budgétaire, mais un levier d'action monétaire, un moyen de restreindre, en période de surchauffe, les crédits affectés à l'économie ou aux particuliers par les banques, tout en finançant l'État. Cette technique introduisait une coordination politique et administrative au nom de l'intérêt général, tel qu'il était défini à l'époque, des fonctions monétaires et financières. Elle introduisait un imaginaire politique qui paraît aujourd'hui tout à fait exotique. L'État était au-dessus du marché, il était maître dans la définition des taux d'intérêt, il émettait de la dette à guichet ouvert, c'est-à-dire en flux continu. Il n'y avait pas de séance de marché, ce qu'on appelle aujourd'hui les adjudications, les ventes aux enchères d'emprunts organisées par l'agence France Trésor, qui s'occupe aujourd'hui du financement des déficits publics, où l'État fait face à une demande parfois capricieuse des titres financiers. Toutes ces techniques étaient donc porteuses d'un rapport politique particulier. En contraignant les banques à y souscrire, le Trésor impose un fléchage, une orientation politique des disponibilités monétaires des banques. En maintenant une émission en continu, l'État ne risque jamais un manquement à la couverture de ses besoins, ou encore la menace d'un quelconque prix de marché déraisonnable. Cette alimentation permanente de l'État fait de lui un emprunteur hors du commun, qui a la capacité d'édicter des règlements pour ses emprunts et dispose d'une autorité sur le monde bancaire et financier. Il se place au-dessus de la mêlée et n'a pas à s'exposer périodiquement, comme tout autre émetteur de dette, à l'incertitude du crédit demandé aux autres acteurs des marchés. Le circuit du Trésor représente ainsi une expérience d'enrôlement politique, de mise au service d'un objectif politique de la monnaie, qui l'encastrait dans des pratiques réglementaires et dans une coopération obligée d'institutions, la Banque de France, le Trésor. Ces dispositifs ont été démantelés à la fin des années 60, précisément dans le but de faire redescendre la puissance publique de son piédestal. L'État banquier a été défait au nom de la concurrence et de l'aménagement d'une part de plus en plus conséquente de banques et de finances privées libres. Il faut rappeler que les financiers à l'époque appelaient le système que je viens de décrire comme étant celui de la répression financière. Les réformes successives qui ont suivi visaient à faire à nouveau de l'État un emprunteur comme un autre, vulnérable et faillible. Un État qui doit en permanence faire ses preuves sur son crédit auprès de publics qu'il paraît aujourd'hui difficile aux citoyens démocratiques que nous sommes de reconnaître comme des porte-paroles légitimes, les créanciers privés, des porte-paroles légitimes à énoncer le bon et le mal, le fondamental et le nécessaire en matière de politique publique, de politique sociale ou même en matière monétaire, économique et financière. Maîtriser la finance n'est donc pas un vœu pieux, mais s'organise à travers des arrangements techniques qui ont déjà existé et qui ont déjà fait leurs preuves dans le reversement du rapport de force qu'on connaît aujourd'hui. Il faut donc refuser à tout prix le projet ultime de dépolitisation et de mise en marché de la dette qui est déjà présent depuis un moment dans les cartons des institutions néolibérales et réformatrices du type FMI, OCDE et de l'Union européenne et qui vise, comme cela s'est déjà réalisé pour l'indépendance de la Banque centrale européenne, à faire de la trésorerie un pur instrument qui serait géré de façon autonome, animé par des traders,
Bref, un service privé d'émission de la dette, c'est un projet qui est en cours, qu'on pourrait localiser non plus dans un ministère, au ministère des Finances, dans un ministère régalien, mais localiser simplement au plus près de la place financière privée, de le mettre à la Défense ou près de l'Opéra sur les places financières. Car la dette de marché et sa domination est à son tour porteuse de sa propre politique, en obligeant à entretenir à tout prix le crédit de l'État et à aménager sans cesse de l'espace budgétaire en son sein pour ce paiement et ce service de la dette aux détenteurs des capitaux. Il faut aussi refuser les restructurations de la dette sociale, j'insiste, de la dette sociale, qui ont lieu de façon invisible et sourde au nom de ce nouvel objectif d'État qui est à tout prix d'entretenir le crédit de l'État. Parce que ces dépenses sociales seraient régies par une simple promesse de politique publique, un crédit, mais cette fois au sens de la simple parole d'État, de la parole donnée par le politique, plutôt que consolidé dans un contrat financier et juridique rigide, couvert de surcroît par la morale prétendue de bon sens du remboursement des dettes. Car je vous rappelle qu'au moment de la crise financière, c'était un argument des financiers de défendre la solidité et la robustesse des contrats financiers d'emprunt, quand par contre, il allait de soi, il était évident qu'il fallait procéder à une restructuration ou à même un défaut de la dette sociale, tout simplement ne pas payer un certain nombre de prestations sociales, de renoncer à des services publics et à ne pas payer un certain nombre d'engagements de retraite. Car désormais, contrairement à ce que voudrait imposer la formule homogène des générations futures qui colonisent les débats publics, véhiculant l'idée que nous serions tous égaux devant le fardeau de la dette, la marchandisation à grande échelle de la dette publique et son maintien implique une lutte des classes entre, d'une part, les berceaux futurs les plus privilégiés, qui pourront hériter de l'épargne placée par leurs aïeux dans des emprunts d'État, et dont les taux d'intérêt rémunérateurs sont parfois protégés contre l'inflation. Cette épargne, elle-même autorisée par les économies que les classes les plus aisées réalisent avec la baisse des prélèvements obligatoires et des impôts, et d'un autre côté, les victimes de l'austérité, dont le faible et unique patrimoine, voire l'existence même, dépend des dépenses publiques, prestations et redistributions sociales. Changer l'infrastructure du Trésor, y compris à l'échelle européenne, si cela est potentiellement possible, et réhabiliter une pluralité technique dans le financement de l'État, peut permettre de modifier l'agencement du débat public, de réinvestir le rôle de l'État et d'éviter les situations d'impasse souveraine. Je vous remercie de votre attention. Merci Benjamin. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Mario Salomon qui va présenter justement, ta transition à la fin était parfaite, les conséquences concrètes sur les droits de l'homme de ces politiques d'austérité qui sont complètement liées à l'endettement public et à ce qu'on en fait. À toi la parole. Merci bien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous autres. Si ça ne vous dérange pas, je vais continuer en anglais. This was a terrific afternoon. C'est un bel après-midi. Est-ce que c'est la marche? Plus près? Oui. Voilà, un peu plus près. Des réflexions très intéressantes cet après-midi, notamment sur la dimension politique et économique des différentes crises connues en Europe. Ce que j'aimerais faire avec le temps qui m'est imparti, c'est vous parler de la dimension juridique. J'aimerais parler de ce que Zoé a expliqué tout à l'heure pour mieux comprendre cette problématique en matière de droits et des obligations. Quelles obligations dans la situation de la dette et de la conditionnalité? C'est ce que j'espère faire dans le temps qui me reste. Les études que j'ai menées sur la pauvreté, le développement et la justice mondiale, eh bien, cela remonte à de nombreuses années, mais cela fait 1 an que je me suis porté notamment sur la Grèce. Mes exemples, donc, portent sur la Grèce. Mais ce que je vais vous dire a des implications très larges. La Grèce est une étude de cas et qui donne un aperçu. Cela me permet simplement de donner des noms pour le rendre un peu vivant pour vous. Nous connaissons évidemment ces sombres statistiques publiées par nombreux pays au sud de l'Europe. Et dans le cas de la Grèce, nous avons vu, concernant le droit du travail, le droit au travail, qu'il y a eu effectivement une hausse du chômage pour atteindre 26%, un impact considérable sur le droit à la sécurité sociale. Le Comité des Nations Unies
sur les droits économiques et culturels considérait que la Grèce était en défaut il y a quelques mois. En octobre 2015, ils ont publié un rapport sur la conformité de la Grèce par rapport aux obligations des droits de l'homme s'agissant des traités des Nations Unies. Le comité nous dit que s'agissant de la sécurité sociale, il s'est préoccupé du fait que la couverture actuelle ne correspond pas à un niveau de vie décent pour les bénéficiaires et ne sont pas conformes à la loi pour une vie décente. C'est un minimum, hein? Donc ce sont des normes minimales de dignité. Le droit au logement a été affecté également et de plus en plus de sans domicile fixe, estimé à 25%. Le droit aux couvertures de santé, il y avait aussi quelque chose qui fait peur, une hausse de 200% du HIV, du virus HIV. Il y a aussi de plus en plus de transmission mère-enfant et aussi le paludisme. Pour la première fois depuis le milieu du siècle dernier, la pauvreté aussi aggravée. Le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels ont émis des commentaires pour parler du fait que la population connaissait un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en hausse depuis 2010 pour atteindre 36% en 2013. Comme Zoé l'a dit, les experts indépendants des Nations Unies sur la dette ont visité la Grèce l'an dernier et il a émis un rapport pour ceux qui est intéressé. Son rapport final sera publié au mois de mars. Dans son rapport, il a présenté ses préoccupations. Il a dit que le nombre de personnes qui font face à une dépravation matérielle a doublé depuis 2009, en passant de 11% pour atteindre 21,5% de la population. Ensuite, il cite, après plus de 5 ans de programme d'ajustement avec des indicateurs, les indicateurs économiques ne sont pas améliorés. Au contraire, ils sont aggravés dans beaucoup de domaines. Les obligations à droits humains de la Grèce continuent à être marginalisées dans la mise en place des programmes d'ajustement et dans la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires. Il a souligné un point important, le fait qu'il y ait des obligations de la part de la Grèce à l'égard de son peuple, mais aussi l'obligation d'autres États dans différentes formations. Tout d'abord, quelles sont ces obligations et comment doit-on les voir? Nous comprenons les droits, j'en ai parlé, mais il y a quelques obligations clés. Tout d'abord, l'idée de niveaux essentiels minimaux de droits. Il est impératif, et c'est une obligation pour l'État, dans le cas de d'autres traités européens. Tout le monde doit avoir un niveau minimum de droits humains. Ce n'est pas sujet aux fonds disponibles. Cela exige une obligation immédiate, une obligation essentielle. Le comité a dit aux partis de l'État que pour assurer son obligation, il doit prendre en considération ces niveaux de droits essentiels lorsqu'il négocie des projets d'assistance financière. Donc, si Grec ne prend pas cela en considération, on comprend. Mais il faut reconnaître le fait que le gouvernement national a des obligations. Obligation d'utiliser les ressources disponibles maximales. Le gouvernement doit s'assurer la distribution de ressources pour cibler ceux qui en ont le plus besoin, ce qui limite la réduction des droits essentiels. Toute restriction d'un droit doit être au minimum et cela doit être en fonction des différentes politiques et cela doit être non discriminatoire. Il y a des groupes en Grèce qui ont été lourdement affectés par les réformes structurelles, en particulier,
Et cela constitue effectivement une discrimination, même indirecte. Les politiques en place n'ont pas pris en considération correctement l'impact différencié sur différentes parties de la population. Des contraintes en matière de ressources ne justifient pas, cela dit, une violation d'obligations, surtout quand il s'agit des niveaux les plus minimales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe de la non-rétrogression. Les droits ne doivent pas être retirés. Il y a des décisions qui doivent être prises, bien sûr, dans le domaine politique, économique, mais il y a une présomption contre des mesures rétrogressives. C'est à l'État de se justifier. Je pourrais en parler plus dans le détail, mais il y a différentes façons pour l'État de se justifier. Mais le point essentiel, c'est qu'il y a plusieurs tests, plusieurs obstacles que les États doivent surmonter avant de réfléchir aux mesures que nous avons mises en œuvre en Grèce. Donc, qui détient ces devoirs? C'est clair maintenant, et je l'ai dit brièvement au début, que la Grèce, je prends la Grèce comme un exemple, a effectivement ses devoirs. Il porte ses devoirs. Le détenteur des droits, le gouvernement de ce détenteur de droits a des obligations à l'égard de son État. Donc, il est tenu par les lois nationales, constitutionnelles, les lois européennes, régionales, les traités internationaux ratifiés. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est d'arguer du fait qu'il y ait d'autres obligations internationales qui déplacent les obligations. Ce qui est intéressant ici dans cette salle, c'est que nous venons de différentes disciplines. Ce que nous voyons, c'est une tension qui émerge entre ces différentes composantes, le besoin d'avoir différentes politiques économiques par rapport à d'autres obligations. Zoé a parlé du cas en matière de droits sociaux en Grèce. Il y a plusieurs décisions prises il y a quelques années, mais le point que j'aimerais souligner ici, c'est que la Grèce, le gouvernement à l'époque, a essayé d'arguer lorsqu'il était critiqué pour avoir violé le droit à la sécurité sociale, en disant qu'il y a eu des problèmes et il y a eu des réductions, et cela fait mal à certaines personnes, mais ce n'est pas la faute du gouvernement parce qu'il faisait simplement ce que les créanciers internationaux leur exigeaient de faire. Ils essaient de déplacer ainsi leurs obligations en matière de droits humains. Le comité a rejeté complètement cet argument, non pas parce qu'il n'a pas reconnu que les créanciers, effectivement, avaient joué un rôle important, mais le fait que les créanciers avaient leurs propres obligations, ne retiraient pas l'obligation entre les mains du gouvernement grec à l'égard de son peuple. Ce argument a été rejeté. En dehors du gouvernement, il y a d'autres États qui agissent dans différentes formations. Quelles sont leurs obligations? Il y a un certain nombre de traités à l'échelle internationale qui mettent en place ces obligations d'assistance internationale. Certains experts parlent d'obligations extraterritoriales, des obligations qu'un gouvernement a à l'égard du peuple d'un autre pays. Cela comprend non seulement les États quand ils agissent individuellement, mais les pays dans la zone euro qui agissent collectivement, comme cela a été le cas avec le premier mémorandum accordé à la Grèce. Tout cela a l'air très sophistiqué, mais c'est simplement plusieurs États en zone euro qui se regroupaient avec le FMI pour mettre en place les conditions pour l'octroi d'un prêt. Il s'agit là d'obligations extraterritoriales. Donc, les États membres de l'euro pour le premier mémorandum. Les États de l'euro, ils ont plusieurs obligations. Une obligation de ne pas faire du mal au peuple de la Grèce, une obligation de respecter simplement les droits du peuple grec, et une obligation également de ne rien faire pour mettre de la pression sur la Grèce pour être en violation de ses propres obligations en droits de l'homme. Quand on parle de négociations et de pressions pour adopter certaines conditionnalités, ce type d'éléments faire en sorte que les États de la zone euro sont responsables non seulement de leur action directe, mais du fait de mettre la Grèce dans une position où elle pourrait violer ses propres obligations à l'égard de son peuple. Troisièmement, les États de la zone euro, pour rester avec cet exemple, ont l'obligation d'empêcher les personnes
de s'ouvrir aux mains d'acteurs autres que des États. Dans le deuxième mémorandum, le deuxième octroi d'un prêt à la Grèce, à travers le mécanisme de stabilité financière, un instrument mis en place entre les États de l'euro, mais établi à Luxembourg en tant qu'acteur privé. Les États ont l'obligation de veiller à ce qu'un acteur privé contrôlé par eux ne soit pas en violation des droits de l'homme. C'est ainsi qu'on pourrait dire que les États européens pourraient être tenus responsables des dommages créés par le deuxième prêt. Maintenant, nous avons le mécanisme de stabilité européen, un mécanisme qui est un autre animal, qui est effectivement une organisation intergouvernementale, publique, si vous le voulez. Et le Fonds monétaire international, nous savons que le FMI a participé aux 3 fonds en tant que partenaire. Donc le FMI et le mécanisme de stabilité, ce sont des organisations internationales composées d'États membres. Et là encore, il y a quelque chose d'assez simple. C'est compliqué de tenir ces acteurs responsables, assez simple sur le plan juridique. C'est-à-dire que ces États qui forment ces organisations internationales ne peuvent pas déléguer la responsabilité à ces organisations qui vont ensuite, parce que cela va ensuite entraîner une violation des droits de l'homme. Ils portent la charge de ces droits de l'homme dans ces accords. Donc, il est plus difficile, ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile d'arguer du fait que le FMI a des obligations en droits de l'homme sans ratifier les traités en tant qu'institution, mais c'est plus facile de dire que les États ont des obligations en matière de droits de l'homme qui sont portées par les États dans les différentes actions et initiatives. Quant aux institutions de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, les institutions européennes jouent un rôle important dans la mise en œuvre des différents prêts octroyés à la Grèce et le mémorandum. Et les institutions de l'Union doivent se conformer à la Charte européenne des droits fondamentaux. Il y a un dernier point concernant l'échec de tous ces groupes d'acteurs qui opèrent à différents niveaux, à l'échelle nationale et internationale, et à l'échelle des institutions européennes. Il me semble, selon mes études, et j'ai vu d'autres études qui le corroborent, y compris des commentaires par l'expert indépendant sur la dette et les droits humains, qu'aucun de ces acteurs n'a entrepris une évaluation de l'impact sur les droits humains avant d'imposer ces conditions à la Grèce. Une évaluation de base pour évaluer auparavant, pas de manière expérimentale, même si beaucoup de personnes avaient déjà prévu ce qui allait se passer avec ces conditions qui ont été mises en place en Grèce, mais aucune évaluation d'impact pour empêcher le type de dégâts qui s'est produit en Grèce. Et l'idée d'une évaluation de l'impact sur les droits humains, eh bien, c'est une bonne idée sur le plan juridique. C'est une obligation juridique. On pourrait le plaider dans de nombreux cas. Et c'est effectivement le cas dans différents domaines. Cela donne un effet à leurs obligations, aux obligations de l'État, de la coopération internationale. C'est ce que vous faites quand vous coopérez à l'échelle internationale. Vous prenez les mesures nécessaires pour veiller à ne pas créer une violation en matière de droits humains dans l'exécution de vos plans. Et cela peut paraître raisonnable sur le plan économique. C'est intéressant dans le rapport établi par l'expert indépendant. Il a soulevé la question également, comme nous l'avons fait depuis quelques années, concernant le défaut d'évaluation d'impact. Il a dit que même si on n'utilise pas un fondement de droits de l'homme, justice sociale et autres, mais la Troïka, les créanciers, ont regardé l'impact économique de la fuite des cerveaux. Quel serait le coût économique à long terme
pour du chômage pour toute une génération pendant des années. Il est difficile d'évaluer précisément ce qui aurait pu justifier cela, même si on peut dire que c'est de la spéculation. On peut imaginer pourquoi on n'a pas pris les mesures nécessaires. Thomas Piketty a une belle phrase dans son livre. Les pays détenus par d'autres pays, je paraphrase, qui sont assujettis à une instabilité politique et économique. Personne n'aime être possédé ou être réglé d'en haut. Cela a été dit plusieurs fois concernant la démocratie, la participation et la gouvernance. Et c'est tout à fait patent. Pour conclure, je dirais que la stabilité financière et les conditions de cette restructuration et la stabilité financière qui a été, où on a essayé de la mettre en place par la Troïka en Grèce avec des réductions de dépenses. Ce ne sont pas des vérités économiques et ce n'est pas neutre. Ils reflètent des valeurs et des choix politiques délibérés. Et là où il y a des choix, il y a des alternatives. Et là où il y a des décisions, eh bien, elles doivent être accompagnées par la responsabilité. Merci. Merci. Donc après ces regards du droit et de la sociologie sur la dette, on va maintenant en arriver à des expériences concrètes pour essayer de sortir de cette situation. Et on va démarrer avec Carlos Sanchez, qui est conseiller municipal à Madrid et qui donc porte le projet d'audit citoyen de la dette madrilène. Merci. Je vais parler en espagnol, si n'est pas de problème. Mon français, c'est très mauvais. Bueno, yo os quiero contar. Eh bien, j'aimerais vous raconter une expérience qui est assez novatrice. C'est l'expérience que la mairie de Madrid est en train de mettre en application depuis déjà 7 mois, depuis que, en effet, il y avait des forces qui demandaient les changements. C'est une force qui s'appelle Ahora Madrid, ce qui veut dire maintenant. C'est maintenant Madrid. Et donc, on a réussi à avoir la municipalité la plus importante de tout le pays, c'est Madrid. Et ceci grâce à toute une série de mouvements sociaux et des forces politiques. En effet, tout au long des années précédentes, on livrait des batailles contre la dette en tant qu'outil de domination de peuple. On parle des gens qui ont travaillé autour de la mobilisation contre la dette depuis déjà un certain temps, depuis déjà les années 80, lorsque les pays latino-américains ont subi ces jougs et les conséquences d'ajustements structurels où des militants déjà vétérans comme Eric ont rencontré d'autres personnes. Et moi aussi, j'ai travaillé à l'époque lors du 50e anniversaire de la création du Fonds monétaire international. Et donc, toutes ces mobilisations ont donné lieu à non seulement un développement de littérature, c'est-à-dire publication, des livres, mais également de toute une élaboration d'outils pour combattre ces jougs qui est la dette. Et concrètement, en Espagne, on a eu un effet qui est très semblable à d'autres pays de la périphérie européenne. Eh bien, la dette a explosé depuis les années 2000 entre 2000 et 2007, justement. Lorsqu'on a vu la dernière phase de la crise du capitalisme, on a vu la multiplication de la dette. Mais l'origine de la crise, dans le cas de l'État espagnol, on peut dire qu'il y a une spécificité, même si on le voit par ailleurs, mais tout particulièrement au sein de l'État espagnol. Entre 2000 et 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion impressionnante. La dette privée, justement, cette dette privée a été multipliée par 3 entre 2000 et 2007. Dans la même période, la dette publique, et en incluant la dette des municipalités ou des collectivités territoriales, n'a pas été vraiment augmentée en termes absolus. Mais lorsqu'il y a eu la crise, la responsabilité, comme vous le savez bien, est tombée sur les administrations publiques.
Eh bien, c'était les dépenses publiques. Voilà ce qu'on nous disait à l'époque. Les gouvernements successifs espagnols nous disaient, et les médias aussi, en fait, ce sont les dépenses publiques qui n'ont pas été bien gérées. Bien sûr, c'était faux. À l'époque, la dette qui avait triplé était la dette privée. À partir de ce moment-là, il y a eu une autre phase que tout le monde connaît maintenant. C'était comment transformer la dette privée vers les domaines publics et faire un plan de sauvetage par le biais d'un processus également des crises, parce qu'on n'a pas eu assez d'impôts récoltés, car les gouvernements, en appliquant les politiques soi-disant socialistes ou de gauche, ainsi que le Parti populaire, les deux, la gauche et la droite à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est diminuer la capacité de la collecte des impôts de l'État. Donc ceci, plus les sauvetages bancaires d'une dette qui était d'origine privée devenue publique, à partir de l'année 2007, voilà ce qu'on a vu. On a vu donc le triplement de la dette et donc la dette publique. Et dans le cadre de ce processus, il faut souligner en particulier ce qu'il est advenu dans certaines municipalités, parce qu'il est vrai que les dettes publiques n'avaient pas augmenté de la même manière partout. Madrid, capitale de l'État, avait cumulé par exemple une dette bien supérieure à celle que supposerait sa population. La dette de la mairie de Madrid a atteint 8 milliards d'euros à un moment donné. Et comparé à l'ensemble des entités locales, ça suppose le doublement du poids qu'avaient les Madrilènes par rapport à des citoyens d'autres municipalités de l'État espagnol. Je veux dire par là que les grandes municipalités, Madrid en particulier, se sont endettées de manière incroyable et inconsidérée. Et ceci est dû à quoi? Eh bien, fondamentalement, à des éléments clairement détestables pour beaucoup, comme par exemple la construction de grandes infrastructures qui ne répondaient pas à l'intérêt général, mais qui répondaient de manière bien plus évidente aux intérêts des grands patrimoines et des grandes entreprises qui exécutaient ces grands travaux et qui donc, logiquement, obtenaient de grands rendements tout en mettant en évidence leur position dominante dans le système économique général. Ce qui s'est passé à cette période, c'est que ces grandes infrastructures, au départ, ont provoqué l'accroissement de la dette et ont eu un effet parfaitement similaire ou apparenté à celui d'une drogue. Ces entreprises ont retardé les effets ou l'apparition d'une crise qui était en fait antérieure. S'il n'y avait pas eu ces déviations de fonds massifs vers les grandes entreprises, la crise économique de Madrid et de l'ensemble de l'État espagnol serait sans aucun doute intervenue avant. Mais enfin, ça explose et à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation qu'on a vu ailleurs. Au niveau local, l'État espagnol, il n'y a pas de memorandum of understanding comme en Grèce ou d'autres pays, mais il y a des applications ou des éléments qui ressemblent à cela. Et le président du gouvernement en fonction actuelle, que j'espère cessera de l'être bientôt, M. Rajoy, dit qu'il n'y a pas eu de plan de sauvetage de l'Espagne, certes, mais il y a eu une modification de la Constitution en Espagne, dans l'article 135, concrètement, où il est dit désormais que le paiement de tout type de coûts, en particulier les coûts sociaux, étaient subordonnés au paiement des intérêts et à l'amortissement de la dette. C'est-à-dire que des droits étaient subordonnés à certains autres droits. Les droits des gens, des classes populaires, droit, par exemple, à une éducation ou à un système de santé digne, eh bien, étaient subordonnés au paiement et à l'amortissement de la dette.
L'article 135, donc cette modification constitutionnelle, est l'élément le plus visible, le plus connu. Mais à partir de là, d'autres lois, d'autres normes sont développées et elles obligent par exemple les gouvernements locaux à agir d'une certaine manière. Des lois du type de celle de la loi de la stabilité financière. C'est un euphémisme. Et il s'agit simplement de dire qu'il faut mettre en avant les intérêts de certains, avant en tout cas les intérêts d'autres. Donc, et à Madrid, il y a un exemple très concret, très intéressant, c'est-à-dire que Madrid, la communauté de Madrid a désormais un excédent. Et pas un petit excédent, hein, j'entends, un énorme excédent de petites dépenses et d'énormes revenus. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu des politiques agressives d'augmentation des impôts locaux à Madrid. Mais ça n'a pas avancé ou ça n'a pas supposé une augmentation des dépenses que l'on pourrait espérer pour une ville comme Madrid. C'est une ville extrêmement riche d'un côté, mais aussi extrêmement pauvre d'un autre. Il y a des disparités sociales incroyables dans la ville. Et les dépenses ne sont pas augmentées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des dispositions légales qui empêchent d'accroître les dépenses, indépendamment de l'augmentation des revenus ou pas, indépendamment d'un excédent très élevé, comme c'est le cas actuellement. Alors que faire? Lorsque Ahora Madrid gagne les élections, elle se trouve face à deux alternatives très simples à résumer, soit respecter la loi, soit ne pas la respecter. Nous avons décidé, en l'occurrence, de ne pas respecter la loi. Et moi, je suis en charge de l'économie et des revenus fiscaux de la mairie de Madrid. Et dans les budgets que nous venons d'approuver, il y a un mois à peine, nous avons décidé que la dépense sociale allait augmenter en 2016 de 26%. Avant, on avait le droit d'augmenter les dépenses sociales de 1,8%. Maintenant, on augmente, nous, de 26%. En 2015, 1 euro de dépenses sur 3 était voué au remboursement de la dette. 1 sur 3, 34% pratiquement. Eh bien, dans le budget 2016, nous avons défini que seul le remboursement de la dette ne représentera que 15%. C'est-à-dire qu'on a réduit de plus de 18% l'effort pour amortir la dette et payer les intérêts. Tout ceci a pu se faire sans besoin de restructurer la dette, parce que l'effort de remboursement de la dette était volontaire. Bon, il était obligé d'un point de vue légal par la loi, mais volontaire en ce sens que les délais bancaires ne nous obligeaient pas à anticiper le paiement de la dette. Mais la loi, oui, le prévoyait. C'est quelque chose de complètement aberrant, complètement illogique, un truc de fou, si vous me permettez. On avait des délais définis pour amortir la dette, mais la loi nous obligeait à anticiper ces paiements. Et ce, dans une situation d'urgence sociale, dans une situation où ce que peut demander, exiger même la société, c'était davantage d'aide. Les taux de chômage, vous le savez, étaient extrêmement élevés. Il y avait par exemple des problèmes de logement, des problèmes de gens qui étaient expulsés de chez eux, avec l'angoisse que l'on imaginait que cela peut supposer. Dans cette situation, la loi obligeait de limiter les dépenses et obligeait également à amortir la dette au-delà de ce qui était pacté avec les créanciers. Et à la Madrid, en tant que gouvernement local, ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'allait pas faire ça. On ne va pas faire ça. Alors, ça suppose un risque, certes, mais c'est un risque que l'on assume complètement. C'est même un risque juridique, hein. En l'occurrence, celui qui signe les budgets, in fine, c'est moi. Et bon, je cours le risque que je sois inhabilité, c'est-à-dire que dans un an, lorsque le budget sera fini, eh bien, qu'on m'ôte mon mandat et qu'on m'envoie voyager dans le monde entier. Bon, ça m'inquiète pas beaucoup.
ça ne m'inquiète pas du tout, parce que ce qui devait m'inquiéter, ce qui m'inquiète de fait, c'est qu'il y ait de l'argent public pour faire face à l'urgence sociale. Et il s'agit également de lancer un message. Le chemin à suivre n'est pas unique. Il y a deux options, se soumettre ou ne pas se soumettre. On a décidé, nous, de ne pas se soumettre. Ne pas nous soumettre et en plus de suivre une voie, et c'est à cela que j'ai dédié la dernière partie de mon intervention, à une voie qui est un chemin politique visant à voir ce qui s'est passé. Comment en sommes-nous arrivés à 8 milliards de dettes et aujourd'hui à un chiffre bien moindre? Bien moindre. Comme je le disais, au cours des dernières années, la dette a été amortie dans des proportions incroyables. Donc la dette de la municipalité de Madrid est aujourd'hui soutenable économiquement, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres dettes. Aujourd'hui, la nôtre est soutenable économiquement, mais insoutenable d'un point de vue social. D'un point de vue des droits de l'homme, elle est insoutenable, cette dette. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de l'amortir, cette dette, sans essayer d'analyser ce qui s'est passé, sans essayer de voir où se trouve l'origine de ce qui s'est passé pour définir des responsabilités politiques des gouvernements qui ont contribué à la création de cet immense volume de dettes, et puis des responsabilités judiciaires, des responsabilités pénales. Parce qu'il n'y a pas simplement eu des processus légaux dans la création de cette dette. Il y a également beaucoup d'agissements clairement illégaux qui ont entraîné cette dette, qui ont violé les législations en vigueur, même lorsque cette législation est quand même facile à contourner pour ceux qui ont formé les gouvernements précédents. Je ne prendrai que quelques exemples, si vous me le permettez. Il y a des éléments légaux, même si légitimes, qui sont liés au contrat de prêt. D'accord? La dette immense contractée par la mairie de Madrid a des clauses swaps, comme on les appelle, c'est-à-dire des protections des taux d'intérêt, des clauses planchers. Et le taux de l'Euribor est à 0,05%. La mairie de Madrid a signé des taux minimums à 5,5% payables jusqu'à 2030. On parle ici d'un taux 100 fois supérieur. C'est incroyable, quand même. Incroyable. C'est même une folie. Bon. C'est quelque chose, en tout cas, de totalement illogique. Et certains pensent que ça pourrait être légal. Alors oui, bon, ce que nous considérons, nous, et beaucoup comme moi, c'est que même si c'est légal, c'est complètement illégitime. Comme une situation telle que l'on a eu à Madrid, qu'une partie du budget assez conséquente soit vouée au remboursement de cette dette, alors qu'on est dans une situation sociale délicate. C'est incompréhensible et complètement illégitime. Alors, la mairie de Madrid est le principal propriétaire de biens immobiliers dans la ville, et ce que a fait la mairie, c'est vendre les bâtiments et les louer ensuite, c'est-à-dire rester sur place, mais en les louant à des loyers extrêmement élevés. Alors évidemment, les fonctionnaires nous diront que c'est tout à fait légal. Certes, ça l'est, mais ces surcoûts vont à l'encontre des budgets municipaux. Et aujourd'hui encore, 30 millions d'euros du budget municipal sont dédiés à des loyers que l'on pourrait éviter. Et le pire de tout, c'est que c'est légal. Alors maintenant, comme je disais dans les taux planchers, nous ne considérons pas non plus que ce soit légitime, n'est-ce pas? Voilà deux exemples, parmi tant d'autres, qui prouvent, enfin qui expliquent cette dette madrilène. Ce que nous comprenons que nous devons faire, c'est entamer un processus d'audit qui aille au-delà d'un audit financier. Il ne s'agit pas simplement de faire appel à Deloitte ou KPMG, un grand auditeur comme ça, pour qu'il fasse une analyse profonde de ce qui s'est passé.
parce que ce type d'audit, ou en tout cas d'auditeurs, sont les mêmes qui n'ont pas été en mesure de voir l'effondrement des grandes entités bancaires d'Europe occidentale ou des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, en tout premier lieu, c'est d'arriver à faire une analyse qui aille bien au-delà de la question financière. Évidemment, incluant la question juridique, mais aussi des facteurs comme l'impact de la dette sur les droits sociaux ou l'impact de la dette sur des agissements d'urbanisme ou environnementaux, ou l'impact sur les questions de genre. Bon, vrai, il va aller beaucoup plus loin dans l'audit et il faut intégrer également la participation citoyenne. Ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien de procéder à un audit dans un petit cercle fermé qui ne soit pas en mesure d'avoir des incidences pour la société et donc de respecter les objectifs profonds, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais plus. C'est-à-dire qu'on puisse légiférer depuis la mairie de Madrid pour dire, voilà, il y a des choses légales qui ont permis cet endettement, eh bien, essayer d'éviter qu'elles ne se reproduisent. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça suppose également des mesures politiques que nous avons d'ores et déjà prises. La mairie de Madrid a décrété, et c'est personnellement un des documents que j'ai eu le plus de plaisir à signer, nous avons décrété que nous n'allions signer aucun prêt. Aucun. Les politiques du gouvernement de Madrid n'allaient pas être financées par la dette, mais par l'impôt et par des ressources qui sont générées par la municipalité elle-même. Alors, ça peut paraître tout à fait logique, mais à l'heure actuelle, c'est parfaitement révolutionnaire. Nous n'allons pas demander de prêt. Nous allons financer nos politiques par l'impôt. Alors, ce postulat a suscité une grande nervosité de la part des entités bancaires et même des partis de droite, même certains partis de gauche à l'Assemblée de Madrid. On a même dit que celui qui vous parle à l'heure actuelle serait un peu fou. Alors peut-être, c'est vrai, peut-être que je suis un peu fou parfois, ou j'ai pu l'être. Mais enfin, il y a une logique ici. La dette est devenue un instrument qui produit d'immenses dégâts, et pas simplement à Madrid, mais dans l'ensemble de l'Europe. Et du monde entier même. Et je crois que proposer des politiques fiscales qui permettent de manière très claire d'entreprendre des dépenses sans dépendre de nos créanciers, eh bien je crois que c'est davantage une assurance vie qu'une folie. Et en suivant sur la même ligne, on a fait autre chose qui n'a pas du tout plu aux créanciers internationaux en général, même ceux à qui nous ne devons pas d'argent. Nous avons annulé les contrats avec les agences de qualification. La mairie de Madrid, comme elle avait émis de la dette par le passé, il y avait deux entités, Standard & Poor's et Fitch Rating, qui qualifiaient la dette madrilène. Mais puisque Madrid ne va plus s'endetter, en tout cas aussi longtemps que nous occuperons, nous aurons les rênes de la ville, nous considérons que nous n'avons pas besoin que des entités nous qualifient, encore moins des entités qui ont participé et contribué en grande mesure à l'attaque contre les politiques sociales sur l'ensemble de l'Union européenne. Elles ont attaqué le gouvernement grec, elles ont attaqué le gouvernement espagnol lorsqu'il a voulu prendre des mesures différentes. Et nous ne voulons pas être des coopérateurs nécessaires en payant de l'argent à ces agences-là de qualification. Nous avons donc annulé les contrats et nous ne travaillerons plus avec ces agences. L'audit en est à son début, parce que cela a supposé un travail assez conséquent pour arriver à trouver des fonctionnaires pour composer le département d'audit. L'idée, c'est qu'avec cette équipe de fonctionnaires, avec la participation d'experts internationaux également, parmi lesquels, j'espère, les plus reconnus d'Europe, qui pourront nous aider dans ce processus, eh bien, nous espérons pouvoir obtenir dans les prochaines années un véritable audit avec une participation citoyenne et avec la plus haute rigueur scientifique possible. Dernier élément que je souhaitais relever, c'est que le gouvernement municipal s'est engagé à ce que la participation citoyenne soit obligatoire, c'est-à-dire que, contraignante plutôt, c'est-à-dire que l'analyse
des gens populaires, avec l'analyse des scientifiques qui participent au truc, soit contraignant. Voilà, merci beaucoup. Merci Carlos. Et donc, après ce retour d'expérience de Madrid, eh bien, un retour d'expérience de Tunisie, avec notre camarade Mabrouka Mbarek, qui était membre de la constituante tunisienne, qui est auditrice de contrôle financier et qui est porteuse de la proposition de loi de non-remboursement de la dette odieuse. Thank you. Thanks for inviting me today. Merci de votre invitation. Vous aurez l'occasion d'entendre un autre représentant de la Tunisie demain. Il travaille au sein d'un groupe de réflexion tunisien. Pourquoi la Tunisie est-elle représentée ici aujourd'hui alors que vous êtes réunis pour parler de l'Europe? Eh bien, nous sommes là parce que nous connaissons une période absolument extraordinaire de notre histoire. Le contexte est révolutionnaire et nous avons appris énormément de choses et nous avons tiré des enseignements qui pourraient vous intéresser. Nous sommes un peu dans la même situation que la Grèce. La Grèce a été extrêmement courageuse et a tenu tête au FMI et à la Troïka. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont résisté à des pressions, des tentatives de coercition extrêmement fortes. On a tout fait pour empêcher la Grèce de résister, l'obliger à se soumettre. Vous savez que pendant le printemps arabe, en 2010, un chômeur s'est immolé. Et la Tunisie s'est débarrassée d'un dictateur, l'Égypte aussi, suivi par la Libye, le Yémen, la Syrie. Bon, nous ne sommes pas là pour savoir si c'est agi effectivement d'une révolution ou non. C'est une évolution qui est toujours en cours. Mais ce que l'on voit, c'est que cette dynamique peut être extrêmement puissante. Et si la Tunisie décide de mener un audit, et il se pourrait très bien que l'on vienne essayer de nous soumettre pour nous empêcher de réaliser cet audit. Nous pourrions nous retrouver dans la même situation que la Grèce, soumise à ces tentatives de chantage. Et le jour où la Syrie va être stable et démocratique, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Vous imaginez bien que la dynamique sera très puissante aussi. Donc pourquoi est-ce que l'on a soumis la Tunisie à cet examen soutenu? Eh bien, parce que nous avons... Bon, c'est vrai, nous avons une faiblesse en comparaison de l'Europe, mais nous avons aussi un avantage. La faiblesse, bon, nous sommes en pleine crise, pas économique comme ici, pas seulement économique comme ici en Europe, mais il s'agit aussi d'une crise politique. Nous cherchons un nouveau modèle économique. Nous faisons l'audit de la dette. Mais l'environnement politique étant très instable, cela est très difficile. Pourtant, la Tunisie a un avantage formidable sur les pays d'Europe. Je vais vous dire lequel. Eh bien, en Tunisie, nous savions bien que nous n'étions pas sous une démocratie, mais sous une dictature. Donc la chose était très claire. Il fallait travailler ensemble pour construire une démocratie. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, vous êtes tous persuadés, la majorité est persuadée de vivre en démocratie. Il devient donc extrêmement difficile d'élaborer un plan B lorsqu'il faut d'abord convaincre vos concitoyens que, en réalité, la situation n'est pas tant démocratique que cela. Le pouvoir au peuple, ça signifie que les décisions doivent être traçables et avoir pour auteur la volonté populaire. Vous savez que, bon, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais vous connaissez bien ce partenariat transatlantique est négocié de manière très opaque, dont personne ne connaît la teneur des discussions. Personne ne sait ce qui se dit à huis clos. M. Obama discute en toute opacité. De plus, les fuites ont entraîné des boycotts et ces boycotts ont entraîné à leur tour une tentative d'interdiction du boycott. Je crois que la preuve la plus patente de ce qu'effectivement nous ne vivons pas sous une démocratie, en démocratie, c'est ceci.
Il y a eu une époque où, en Europe, on nous a demandé de voter une constitution. Je me rappelle très bien le résultat du scrutin. Le résultat, c'était non. Mais les traités sont toujours en vigueur, c'est quand même incroyable. Donc la Tunisie a cet énorme avantage, comme je vous le disais, que les Tunisiens savent pertinemment qu'ils ne vivent pas en démocratie. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est ce qui nous a conduit à vouloir auditer la dette. Même si nous ne réussissons pas, il y a beaucoup de choses positives qui vont ressortir de ce travail. Quelques mots du contexte, de l'histoire qui sous-tend cet audit, et ensuite je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas de fatalité en la matière. Et je formulerai quelques recommandations. L'audit de la dette ne peut pas être une stratégie orpheline. Ce que je veux dire, c'est que ceci doit faire partie d'une stratégie générale. On va repenser le droit des banques commerciales de créer de l'argent. Donc, il faut avoir une stratégie générale. Il faut remettre en question un certain nombre de questions, de principes. Nous sommes toujours dans une période révolutionnaire. C'est une évolution qui est toujours en cours. C'est une révolution que j'appellerais passive, comme l'a fait Gramsci. La rupture a été consommée, mais ceux qui détenaient le capital et la richesse sont toujours dans la même situation. Donc, il s'agit d'une révolution passive. En 2012, le président de l'époque a demandé un audit de la dette. Et à l'époque, les partis politiques étaient tout à fait enthousiastes devant cette perspective et ont voté pour. Le président d'Équateur a proposé de nous aider. Auditons les créances envers la Tunisie. Un organisme étranger a décidé de rédiger une loi. Et on a soumis cette loi à l'Assemblée nationale constituante. Il s'agissait du Parlement de transition. Il y a eu deux points forts dans cette loi. D'une part, la rédaction de cette loi a été inspirée par l'Équateur et par la Norvège. On n'en parle pas souvent, mais la Norvège aussi avait des connaissances en la matière. Et ce n'était pas une loi partisane. Il s'agissait d'obtenir le plus grand nombre possible de signatures. L'audit de la dette devait être non partisan. Mais nous n'avons pas réalisé cet audit. Pourquoi? Est-ce que la dynamique de la révolution s'est essoufflée trop tôt? Je ne sais pas, mais je vais essayer de vous expliquer. D'ailleurs, je vais répéter qu'il ne s'agit pas d'un échec, il s'agit d'une première tentative. Et il y aura, à n'en point douter, d'autres tentatives. Cela a été possible parce que le gouvernement était de gauche. Ça pose un certain nombre de problèmes puisque la gauche est désunie et la gauche tunisienne de tout temps pas très bien su quelle était sa position vis-à-vis du parti précédemment au pouvoir, mais la volonté d'inclure le plus grand nombre possible est très, très claire. Il se pourrait que cet audit soit fait par les citoyens. Les citoyens auront moins de marge de négociation, mais quelle que soit l'issue, il doit y avoir un audit citoyen. Ce que nous avons tenté de faire pendant la transition de 3 ans, c'est de faire voter une loi qui donne accès à l'information au public. Donc, la première chose, c'était de faire voter cette loi qui donne accès à l'information, ce qui permettrait aux citoyens de réaliser cet audit. Il se pourrait, troisième scénario, que cet audit fasse partie de quelque chose de tout nouveau qui n'a jamais existé, c'est le processus de justice de transition. La justice de transition, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu ailleurs, ça peut s'appeler réconciliation, ça peut porter différentes appellations, mais il n'y a
aucun processus de transition qui n'est jamais porté sur des questions économiques. C'est toujours des questions du droit de l'homme qui sont étudiées lors de ces processus de transition. Mais là, dans notre cas, il s'agira de rechercher les responsables de la situation financière. Et ça sera certainement difficile, mais le comité est décidé à faire inclure cet audit dans le processus de justice de transition. Autre possibilité encore. En Tunisie, nous avons rédigé une constitution. J'ai siégé au comité qui a écrit le préambule et les droits fondamentaux. Nous avons réussi à introduire au dernier moment un certain nombre de dispositions, à savoir que les ressources naturelles sont la propriété des Tunisiens, le fait que l'économie nationale prenne la priorité sur d'autres transactions. Et il y a une institution qui a été créée pour protéger les générations à venir. Protéger les générations à venir, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'il faut protéger les ressources naturelles et éviter l'endettement. On ne va pas léguer une dette aux générations à venir. L'audit de la dette n'est pas encore prévu par la Constitution. Donc, je voulais commencer. Ça n'a pas marché du premier coup, mais nous pensons que nous réussirons forcément lors d'une prochaine tentative. Le contexte, encore une fois, est révolutionnaire. Ça complique les choses. Et si vous voulez auditer votre dette, vous allez évidemment devoir surmonter la résistance de vos créanciers, la Banque mondiale. J'ai parlé à un représentant d'un État, je ne dirais pas quel État, mais cette personne a dit que son État craignait l'effet domino. Bon, ça, tout est dit, hein. François Hollande a annoncé deux choses. D'une part, qu'il aiderait la Tunisie à augmenter sa dette. Bon, ça a été très bien accueilli. Ensuite, deuxième annonce, mais il ne s'est rien passé. Donc la France profite de ces effets d'annonce, mais rien ne se fait. Le Club de Paris est venu en Tunisie, a commencé à négocier. Je comprends ce désir de négocier puisqu'ils souhaitent éviter l'audit de la dette. Ils vont négocier la reconversion de la dette. Pour moi, reconversion de la dette, c'est la même chose que le blanchiment de dette, hein, comme dit l'intervenante en français. Ça revient à la même chose et ils nous ont dit qu'il ne s'agirait même pas d'une reconversion. Il ne s'agissait même pas d'une vraie négociation. Ensuite, il faut avoir conscience que Davos, c'est un cénacle très puissant qui réunit les dirigeants. Donc, il y a une idéologie dominante de libéralisme. Vous avez le FMI, la Banque mondiale. L'idéologie de Davos est très, très puissante. Ce sont des personnalités très puissantes qui se réunissent à Davos. Et nous, nous sommes faibles. En Tunisie, in fine, il y a une absence de volonté politique, ce qui a entraîné un vide du côté citoyen. Il n'y a pas eu le soutien nécessaire. Pourquoi les citoyens ont-ils eu peur de se lancer dans cet audit de la dette? Ils ont eu peur parce qu'on leur a dit que si nous ne payions pas, on nous donnerait plus d'argent. Et on nous a promis en même temps des répercussions assez redoutables si on ne remboursait pas. Nous étions pris entre deux feux. Et les agences de notation nous disaient de ne pas réaliser cet audit. De plus, en Tunisie, il y a une forte polarisation entre l'islam et la laïcité. Et le débat a été complètement vampirisé par cette polarisation. Et puis, il y a aussi une polarisation entre l'ancien régime et le nouveau, ce qui perturbe les débats.
Le gros défi aujourd'hui, c'est qu'il y a une classe politique qui s'est opposée à la dictature, mais qui n'a pas su créer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle devra se doter d'une stratégie qui permette de soustraire à cette dépendance au FMI et à la Banque mondiale. Pendant la dictature, il n'y avait pas de modèle. Le FMI et la Banque mondiale nous imposaient des plans et nous les exécutions. Et depuis la Révolution, rien n'a changé. Personne n'ose esquisser, même l'ébauche d'un nouveau modèle. Je vous parle de l'expérience tunisienne. J'en viens maintenant à ma conclusion pour vous dire que la stratégie de l'audit de la dette ne peut pas, comme je l'ai dit, être une stratégie orpheline. Il faut que ça fasse partie d'un ensemble. Dans le contexte tunisien, une telle stratégie orpheline est vouée à l'échec. Il faut que cet audit soit réalisé dans un certain contexte. Chez nous, le contexte est révolutionnaire. En Europe, vous avez un déficit démocratique et une absence de volonté populaire. À mon sens, on ne peut pas se contenter de l'audit de la dette parce que vous allez auditer les conséquences alors que vous devriez vous pencher sur les causes. Lorsque Raphaël Correa nous a invités à suivre une formation en Équateur, nous avons appris quelque chose de très important. Moi, j'étais à fond pour l'audit de la dette. J'étais persuadée qu'il fallait à tout prix réaliser cet audit. Mais comme il faut commencer par auditer les contrats et les traités, le commencement se situe à un endroit que je ne soupçonnais pas. Ce qui est encore mieux, c'est que plutôt que de réaliser un audit ponctuel, il vaut mieux mettre en œuvre un dispositif d'audit en continu, ce qui permet d'auditer si c'est inscrit dans la Constitution. Et c'est maintenant le cas, puisque nous voulons souhaiter les générations à venir. Si vous avez ce type de mécanisme et de disposition, vous pouvez créer ce processus permanent. Est-ce que nous allons auditer la dette simplement pour demander un allègement de la dette? Ça serait ridicule, ça serait insuffisant. Comme on nous l'a dit ce matin, enfin précédemment, comme Frédéric Lordon nous l'a dit, il ne s'agit pas de négocier des broutilles, des vétis. Il s'agit de recouvrer notre dignité perdue et d'instaurer la justice sociale. Moi, je ne vais pas me contenter d'auditer. J'ai été auditeur, je sais ce que cela implique, je sais ce que cela exige. Et la stratégie, je vous le redis, ne peut pas être orpheline, isolée. Il faut que ça fasse partie d'un ensemble. Lorsque vous négociez, il va falloir que vous puissiez bénéficier de plus de financement par la suite. Nous ne sommes pas différents du Royaume-Uni ni de l'Islande. Le dinar tunisien n'est rattaché à aucune autre devise. Nous avons une souveraineté monétaire. Donc, nous pouvons très bien servir de modèle. Nous pourrions financer des projets à l'aide de notre banque centrale et le faire directement. Nous sommes en mesure de le faire. Pourtant, tout le monde a peur. Tout le monde s'imagine que la seule façon de financer des projets, c'est en empruntant de l'argent, en s'endettant. Personne ne comprend que le financement peut venir directement de la Banque centrale, avec les contrôles des capitaux nécessaires. Si vous avez trop d'argent sur le marché, vous pouvez détruire cet argent en imposant ce qui n'est pas encore imposable. On nous dit « Oh là là, mais ceci va nécessairement entraîner l'inflation. » Non, c'est faux. Il y a des moyens d'éviter l'inflation. La Banque centrale peut créer l'argent, peut financer les projets. Vous savez, aujourd'hui, j'habite dans le Vermont, aux États-Unis. Et nous avons un sénateur socialiste, Bernie Sanders. Même là-bas, au pays du sénateur socialiste, personne ne comprend que la Banque centrale américaine crée de l'argent, mais la différence, c'est la suivante, c'est que la Fed crée de l'argent pour acheter des actifs financiers, mais qui détient ces actifs financiers? Les riches. Donc ça ne fonctionne même pas. C'est un dispositif inopérant. Ce que nous proposons pour la Tunisie, c'est que la Banque centrale finance ces projets, mais à terme, il faudra décider de trancher la question de qui crée l'argent.
et qui aura la main sur le dispositif. Il ne faut pas créer de l'argent au bénéfice des seuls riches. Si vous avez suivi ce qui se passe en Tunisie, vous savez qu'il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup d'agitation en Tunisie. Je parle sous votre contrôle, mais qu'est-ce qui empêche la Banque centrale tunisienne de financer les projets? Vous savez que les chercheurs ont montré qu'il y a 3 pays, le Mexique, le Maroc, la Tunisie, où vous avez un très bon rapport de votre devise dollar, devise nationale. Alors, nous avons des capacités de produire de l'énergie solaire absolument exceptionnelles et ceci devrait nous permettre de financer tout ce qui nous fait défaut. Nous manquons de courage. Il faut oser, il faut être audacieux. L'Islande aussi a fait preuve d'audace. Ils ont emprisonné leurs banquiers. Non, ils ont fait mieux et plus. Ils ont voté une loi qui empêche les banques commerciales de créer de l'argent. Et malgré cette loi, il n'y a pas eu de progrès. En Suisse, où il y a 2 devises, la lire et le franc, personne n'en parle du VIR, mais c'est le VIR qui assure la stabilité de l'économie. En Tunisie, nous devrions créer une autre devise. Il nous faut des modèles. Il faut pouvoir dire n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Regardez l'Islande, regardez l'exemple de la Suisse. Ils ont une monnaie souveraine. Ce n'est pas le cas en Europe. Et voilà le grand avantage de la Tunisie. Nous sommes en mesure de réussir. En Europe, il faut que vous refondiez votre démocratie avant toute chose. Pour conclure, en un mot, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas parler de l'audit de la dette sans se pencher sur la question de la création de la monnaie. Il faut avoir les épaules larges. Il faut convaincre vos partenaires. Il faut convaincre le FMI et la Banque mondiale, convaincre que ça peut marcher. Et je me félicite de la tenue de ce congrès sur le plan B. Il faut plus de solidarité internationale. Lorsque j'étais au Parlement, en Tunisie, il y avait un autre parlementaire de gauche qui m'a envoyé un mail. Il m'a dit « Je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes pour l'audit de la dette. » Et je peux vous dire qu'en Suisse, on vient de voter un traité. C'est très mauvais pour la Tunisie. J'ai voté contre, mais il a été voté. Faites quelque chose, vous devez empêcher ce traité. C'est ce genre de solidarité dont nous avons besoin. Il faudrait un réseau de parlementaires internationaux qui se lèveraient pour s'opposer aux mauvais traités. C'est ce type de solidarité qui peut nous sauver. Solidarité entre parlementaires. C'est un rêve. Je vois le club de Paris, je vois le club de Londres. Pourquoi pas un autre club? Nous, lorsque nous étions en Équateur, nous avons tenté de créer le club de Quito, on pourrait créer le club d'Athènes, que sais-je encore. Il faudrait que ces clubs, quelle que soit leur dénomination, montrent une voie autre que la voie du club de Londres, et etc. Merci. Et redéfinir la démocratie. Merci beaucoup. Comme on a pris un petit peu de retard, comme vous avez pu le voir, là on a la salle jusqu'à 19h30. Donc Eric a tout à fait le temps de faire sa présentation. On essaiera de prendre quelques questions à la fin s'il reste du temps, mais voilà, n'en veuillez pas si on n'y arrive pas. On a eu quelques petits décalages, comme vous avez pu le voir. Donc je laisse la parole à Eric pour poursuivre sur cette lancée d'une nécessité d'un citoyen de la dette. Je crois que c'est très important cette première réunion internationale sur un plan B. Et je voudrais partir d'une série de réflexions qui se sont faites au cours de cette journée et mes propres réflexions. Il est clair que si on a cette réunion sur le plan B, c'est parce que le plan A, avancé par Syriza,
n'a pas donné de résultat, enfin a donné un résultat qui est terriblement décevant, à savoir une capitulation. Le plan A, c'était de garantir à l'Union européenne qu'il était possible de maintenir un superávit primaire du budget tout en modifiant les politiques d'austérité et en revenant en arrière. Le plan A, c'était ça. C'était de dire à l'Union européenne, avec le programme de Thessalonique, nous garantissons de rester dans le budget qui avait été élaboré par Antonis Samaras pour l'année 2015. Nous le respecterons. Nous allons prendre des mesures qui représentent certaines dépenses sur le plan social pour réduire une série de politiques injustes, mais nous aurons suffisamment de rentrées fiscales que pour garantir l'équilibre du budget. Et par ailleurs, nous vous demandons à vous, créanciers, de convoquer une réunion européenne pour arriver à un règlement sur la dette. Ça, c'était le programme de Thessalonique, le plan A. Dès le début, j'en ai fait état dans une série de documents, j'ai été invité à des discussions avec Alexis Tsipras en 2012, en 2013. J'ai participé à des débats à Bruxelles et ailleurs avec Euclide Tsakalotos, qui est le ministre des Finances. Et je me souviens très bien d'un débat que j'ai eu avec lui en avril de l'année passée, dans le cadre d'une activité organisée par le groupe parlementaire de la GUE, donc de la gauche européenne NGL, où il était très clair que, comme vous le savez certainement, il y avait non seulement un plan A, mais le refus absolu d'imaginer la possibilité d'un plan B. Pour la direction de Syriza, pour que le plan A fonctionne, il fallait garantir aux instances européennes qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il n'y avait aucune élaboration, à aucun niveau de mesures alternatives au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Je pense que la leçon à tirer de ça, d'abord, il faut un plan A qui tienne la route. Je pense qu'un plan A, aujourd'hui, pour des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et même presque l'ensemble des pays européens, ne peut pas garantir le maintien d'un superávit primaire dans les premières années de la législature. Un plan A, si il affirme qu'on va revenir sur des mesures d'austérité, est antagonique à la garantie d'un équilibre budgétaire ou d'un superavit primaire du budget. C'est peut-être possible à Madrid, ce n'est pas possible dans la plupart des pays européens à l'échelle. Et donc, pour moi, un des aspects clés du plan A, c'est de dire le superavit primaire, ce n'est pas possible. L'équilibre budgétaire, ce n'est pas possible. Nous allons désobéir. Nous allons mener des politiques de type keynésienne, de relance de l'économie par la demande publique et par l'augmentation de la consommation privée, ce qui implique de rétablir des salaires, des allocations sociales, etc., à un niveau décent et en allant progressivement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour moi, il faut dire clairement, nous avons un plan B. Nous avons un plan A, mais il faut dire à l'opinion publique et mener campagne et dire aux institutions européennes et à la classe dominante locale, il y a un plan B. C'est-à-dire que le plan A implique que du côté des instances européennes, on respecte le jeu démocratique, c'est-à-dire la volonté de la population de rompre avec les politiques néolibérales, là où elles s'expriment, et c'était le cas en Grèce. Et donc, le plan A implique une bonne volonté du côté de l'ensemble des partenaires.
Mais s'il n'y a pas la bonne volonté des deux côtés, nous avons un plan B. Et le plan B, il implique une série de mesures qui rentrent en contradiction avec la discipline budgétaire et avec une série de dispositions clairement définies dans les traités. Donc nous allons, dans le cadre du plan B, désobéir. Parce que nous avons le droit de désobéir. Nous avons même l'obligation de désobéir. Et là, l'élément apporté pour moi dans le cadre du travail d'audit que j'ai coordonné au niveau de la Grèce et audit auquel Margot a collaboré avec d'autres éminents experts en droit international et d'autres personnes qui avaient d'autres compétences en matière de finances internationales, en matière d'audit des comptes publics et en d'autres domaines. Un des apports, notamment des juristes, c'est de montrer les obligations qu'ont des États débiteurs et des entités créancières de respecter une série d'obligations internationales en matière de droits humains. À partir du moment où un gouvernement légitimement appuyé et légalement élu dit, face à la mauvaise volonté des créanciers et à leur mauvaise foi, j'applique une série de mesures, c'est appliquer un droit du débiteur. Ce sont des mesures d'autodéfense face à la mauvaise foi ou face à des comportements tout à fait abusifs. Et des mesures, ou si vous voulez en droit des contre-mesures d'autodéfense, c'est-à-dire des mesures prises unilatéralement, sont des mesures parfaitement fondées en droit international. Et dans le cadre de notre discussion sur le plan B, il faut indiquer qu'une force qui veut à la fois, elle peut avoir un plan A, il ne marche pas, elle doit avoir un plan B, et le plan B implique des mesures unilatérales, souveraines, d'autodéfense. Dans ces mesures unilatérales, il y a par exemple, évidemment, mettre sur pied immédiatement une commission d'audit et suspendre, ça peut être nécessaire dans certains cas, et c'était absolument nécessaire en Grèce, suspendre le paiement de la dette. Comme l'a dit Zoé Konstantopoulou, dans le programme électoral de 2012 de Syriza, je vais vous lire le passage concernant l'audit et la dette, c'est la mise sur pied d'une commission internationale d'audit de la dette combinée à la suspension du paiement de la dette jusqu'à la fin des travaux de cette commission. C'était dans le programme de Syriza et c'est une des 5 conditions qu'Alexis Tsipras avait posées entre les 2 tours des élections, donc entre mai 2012 et juin 2012, lorsqu'il a été chargé, dans le cadre de l'application de la Constitution grecque, de rencontrer d'autres partis pour essayer de constituer un gouvernement. Il y avait 5 mesures qui étaient proposées, qui étaient des conditions sine qua non pour une alliance. 1, l'abolition de toutes les mesures anti-sociales. 2, l'abolition de toutes les mesures qui ont réduit les droits des travailleurs en matière de protection et de négociation. 3, l'abolition immédiate de l'immunité des parlementaires et la réforme du système électoral. 4, un audit des banques grecques. 5, ce que je viens de vous lire en matière d'audit de la dette et de suspension de paiement. Le changement qui est intervenu du côté de Syriza entre 2012, où avec ce programme Syriza a obtenu 27% des voix, et 2015, c'est que Syriza avait décidé, sans réellement passer par les instances démocratiques, donc c'est-à-dire la direction de Syriza, avait décidé de modifier les propositions, en auto-limitant les propositions, et donc en renonçant délibérément à utiliser des mesures unilatérales. Dans le cas de la Grèce,
il est clair que l'audit devait aller de pair avec une suspension de paiement. Parce que, à partir du moment où un gouvernement était mis en place fin janvier, il a été mis en place le 27 janvier, ce gouvernement savait parfaitement quel était le calendrier de remboursement. Il fallait rembourser 7 milliards d'euros avant la fin du mois de juin 2015, sans qu'il y ait en contrepartie des garanties que les créanciers apportent de nouveaux moyens financiers. Parce que vous savez, souvent, les créanciers apportent les moyens financiers qui servent à les rembourser. Bon. Mais il n'y avait même pas cette garantie-là. Et c'est devenu absolument clair dans les jours qui ont précédé l'accord funeste du 20 février. Le 20 février, rappelez-vous, il y a eu un accord entre Yanis Varoufakis et Jérôme Dijsselbloem, représentant l'Eurogroupe. Et dans l'accord, il était indiqué que la Grèce s'engageait à maintenir le calendrier de paiement, à maintenir les montants à payer et à faire des propositions à l'Eurogroupe que l'Eurogroupe allait étudier et ensuite approuver ou non dans le cadre de la prolongation pendant 4 mois du deuxième mémorandum qui devait se terminer le 28 février de l'année passée et qui était reporté de 4 mois. Moi, c'était un accord funeste. Le 20 février, ou un jour ou deux avant le 20 février, il aurait fallu dire le plan A, qui est le programme de Thessalonique, n'est pas accepté alors qu'il y a un mandat populaire qui nous est donné et alors que nous nous engageons à respecter le budget 2015, cette proposition n'est pas acceptée, nous prenons des mesures d'autodéfense. Et dans les mesures d'autodéfense, il y avait la question de l'audit en application, comme l'a dit Zoé Constantopoulou, du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 du 21 mai 2013 qui enjoint aux États sous ajustement structurel et assistance financière de réaliser un audit afin d'expliquer pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et de déceler dans la dette réclamée au pays d'éventuelles irrégularités. Je cite le texte du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 de l'Union européenne, sur lequel Alexis Tsipras aurait pu s'appuyer pour dire « Je réalise cet audit que Samaras n'a pas réalisé, qui est prévu dans le règlement, mais je le combine à la suspension de paiement, qui est une mesure d'autodéfense, et nous verrons bien quel sera le résultat de l'audit. Bien sûr, il fallait prendre d'autres mesures. Il fallait prendre des mesures, on l'a dit, je crois que c'est un point commun entre tous et toutes, contrôle des mouvements de capitaux, c'est évident. Dans le cas de la Grèce, il fallait une résolution de la crise bancaire. 40 milliards d'euros avaient déjà été injectés dans les banques grecques à la date du 25 janvier, sans que soit assainie la situation des banques grecques. Et les pouvoirs publics étaient devenus l'actionnaire principal des 4 principales banques grecques. Il fallait, de manière légale, modifier le statut des actions aux mains de l'État via le Fonds de stabilité financière grec. Il fallait modifier le statut légal des actions en transformant les actions préférentielles en actions ordinaires et en permettant ainsi à l'État d'exercer ses responsabilités comme actionnaire principal de ces banques pour lancer un processus de résolution bancaire qui impliquait, mais là c'est une discussion qu'on peut avoir entre économistes qui ont analysé la situation des banques grecques, il fallait un processus de mise en faillite ordonnée des banques grecques et une socialisation du secteur bancaire grec avec garantie des dépôts. Pour moi, ça faisait partie aussi d'un plan B. Et donc, dans certains pays,
il faut dire que vu la situation extrêmement grave des banques du pays, je crois que c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, et c'est éventuellement le cas d'autres pays dans l'Union européenne, certainement de l'Irlande, il faut un processus de résolution bancaire tout à fait ferme, avec à la clé une socialisation du secteur bancaire. Il faut bien sûr des mesures fiscales fortes, il faut des mesures fortes de stimulation de la production, de la consommation et de la création d'emplois. Il faut, je pense, résoudre évidemment la question de sortir ou non de la zone euro. Personnellement, depuis 2013, je suis convaincu qu'un pays comme la Grèce devait sortir de la zone euro dans le cadre d'une sortie de gauche de la zone euro. Maintenant, il est clair que Syriza a une autre orientation. Il s'est fait élire le 25 janvier avec une orientation qui était « on reste dans la zone euro ». Donc pour moi, le plan B à mettre sur pied à partir du 20 février n'impliquait pas la sortie immédiate de la zone euro. Elle impliquait des mesures de désobéissance, des mesures unilatérales, des mesures qui impliquaient la réalisation du programme de Thessalonique, et dans les mesures qui pouvaient être prises sur le plan monétaire, c'est la création d'une monnaie complémentaire. Une monnaie complémentaire, il y a eu un débat tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à mon ami député européen Fabio Di Masi, une monnaie complémentaire ne doit pas, et une monnaie complémentaire est inconvertible. Il n'y a pas de taux de change de la monnaie complémentaire. C'est une monnaie qui ne doit pas avoir de reconnaissance internationale. C'est une monnaie qui a une reconnaissance interne par les agents internes pour une partie des opérations qui sont absolument vitales pour le fonctionnement de l'économie du pays, comme une partie du paiement des retraites qui aurait pu être augmentée avec une monnaie complémentaire, comme une restauration du salaire minimum légal qui pouvait être restauré en partie en monnaie complémentaire, comme le paiement des impôts via cette monnaie complémentaire, et je pense que c'était possible, la réalisation d'une série de paiements courants, évidemment transport public, facture d'électricité, d'eau, mais aussi des paiements dans les commerces via cette monnaie complémentaire. Évidemment, en appliquant ce type de mesures, bien sûr que l'Union européenne allait réagir et qu'on allait voir au travers des semaines et des mois entre le 20 février et des périodes d'échéance, monter la tension et certainement monter la compréhension de la part de l'opinion publique grecque que la sortie de la zone euro devenait une nécessité face à la position absolument brutale des institutions européennes. Et Syriza avait le moyen donc de modifier son discours sur la question de l'euro en fonction de l'attitude concrète des autorités européennes. Bien, ça n'a pas été fait. On a cru à un moment donné, vous savez, plusieurs d'entre nous, bon, moi je coordonnais les travaux, comme coordinateur scientifique, je coordonnais les travaux de la commission d'audit, mais nous avions toute une série de discussions avec des ministres. Et le ministre Georges Kadrougalos, qui vient de rendre visite à des amis français la semaine passée, et qui était chargé par la présidente du Parlement de défendre au sein du gouvernement les travaux que nous menions, me disait, écoute, Alexis, c'est ce qu'il fait, il ne veut pas indiquer un plan B, mais en fonction de l'attitude des créanciers, il va être pragmatique et adopter une autre attitude plus ferme. Et on n'a pas un plan B élaboré, mais sur la marche, comme on dit en espagnol, en pratique, on va le mettre en place. Ça n'a pas été fait. Le plan A est resté la seule option. On a cru encore à un changement quand Alexis Tsipras, un changement possible, a convoqué le référendum. On n'a toujours pas une explication
absolument avérée de quelles étaient exactement quelle était l'intention exacte d'Alexis Tsipras. Ce qui est certain, c'est que toute une série de membres du gouvernement, dont Yanis Varoufakis, étaient persuadés que le oui l'emporterait. Ils l'ont dit, et c'est effectivement ce qu'ils pensaient. Il est certain, parce que Zoé a été témoin de ça, Zoé Constantopoulou, que 1 heure après le résultat, la victoire du non, quand elle s'est rendue dans le bureau d'Alexis Tsipras, où se trouvait Yanis Dragazakis, le vice-premier ministre, et Dimitris Papadimoulis, qui est le responsable de Syriza au Parlement européen, il n'était pas joyeux du tout, suite à la victoire du non. Donc manifestement, il n'était pas préparé à une victoire du non et à l'assumer à fond. Bon. Mais il était encore possible, là, s'ils avaient pris en compte ce qu'impliquait ce non, à savoir qu'un peuple soumis à la pire des pressions, à savoir les banques fermées pendant 1 semaine, malgré ce chantage qui n'est pas un chantage fait de déclarations, qui est un chantage fait d'actes brutaux, ne respectant en rien la souveraineté du pays, un peuple qui à 62% dit non, c'est un peuple qui sait qu'une des conséquences évidentes de son non peut être la sortie de la zone euro. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles du point de vue de ce qu'ils ont voté. Ils savaient que c'était aller à l'encontre, très clairement, des exigences des créanciers qui le répétaient et qui exerçaient la pire des pressions. Et donc, il était encore possible de passer à un plan B à partir du 7 ou du 8 juillet. Bref, comme je dois conclure, ma conclusion, c'est que un plan B doit contenir des mesures unilatérales d'autodéfense d'un pays débiteur face à ses créanciers et face à des institutions qui violent une série de droits fondamentaux et d'obligations internationales auxquelles elles sont tenues de souscrire et d'en tenir compte au niveau de la pratique, des mesures qu'elles exigent. Et donc la conclusion fondamentale, c'est qu'il faut un plan intégré qui comprend différentes réponses sur les banques, sur la fiscalité, sur la monnaie complémentaire, sur la dette, sur la relance de l'économie. J'ajouterai la nécessité d'ouverture d'un processus constituant. Et comme l'a dit également dans une de ses interventions Jean-Luc Mélenchon, le recours à la mobilisation populaire. Le plan B s'appuie sur la participation et la mobilisation populaire, voire l'auto-organisation populaire. Il n'y aura pas de réussite d'un plan B s'il n'y a pas une dialectique entre le peuple qui s'est exprimé dans les urnes, mais qui doit pouvoir s'exprimer dans la rue, dans les entreprises, dans les bureaux, dans les quartiers, s'il n'y a pas une dialectique positive entre le gouvernement de gauche et le peuple mobilisé pour mettre en pratique un programme qui implique sur certains points de désobéir aux créanciers. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup pour votre attention.